Excellence, Monsieur les honneurs invités, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, mes chers compatriotes du Mali et des différentes communautés étrangères, je vous pense que j'ai fait un réel plaisir aujourd'hui à m'inviter pour vous parler de notre organisation supranationale que vous voyez ici avec Union pour la prise de conscience. Vous l'avez sans doute remarqué tout à l'heure, le mot aurait été prononcé plusieurs fois par vous. Cette prise de conscience, il faudra les faire. Il faudra les faire. Alors, c'est une ONG supranationale qui est le grand honneur de présider depuis maintenant notre roi qui est présent ici au Maroc, au Mali, en Côte d'Ivoire, mais également en France. Donc, nous avons trois objectifs. L'Union pour la prise de conscience a trois objectifs. D'abord, la consécration de la citoyenneté active, ensuite, la défense de l'homme, et enfin, la protection de l'environnement. Tels sont entre autres nos trois objectifs que nous souhaiterions mettre en œuvre en Afrique afin qu'il y ait réhabilitation de nos objectifs et remise en scène de la politique de développement en Afrique, et plus particulièrement au Mali. Nous n'intervenons pas seulement au Mali, mais un peu partout en Afrique. C'est pourquoi l'association est supranationale. Donc, pour mettre en œuvre ces trois objectifs, l'Union pour la prise de conscience est partenaire. Nous avons signé il y a 3 semaines un accord de partenariat avec une ONG suisse qui est coalisée, lequel partenariat nous permet d'avoir un financement accru de nos projets, mais également de pouvoir participer aux réunions et conférences, mais également séminaires organisés par les Nations Unies, mais également par le Conseil de l'Europe. Donc nous vous invitons très chaleureusement pour être des citoyens actifs à rejoindre l'Union pour la prise de conscience, puisque cette prise de conscience, il faudrait l'instaurer en Afrique. Sans cette prise de conscience, le développement de l'Afrique ne pourra aucunement se réaliser. C'est pourquoi les mots de l'Afrique, si nous restons inertes face à ces mots, c'est comme si on approuvait ces mots. Il serait criard et scandaleux, et les mots que je vais répéter, je ferais plutôt écœuré, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et estomaqué de voir que nous restons inertes face à ces mots sans pouvoir apporter des solutions. Donc, tout à l'heure, je vais présenter les différents points qui pourraient permettre de remettre en scène des institutions politiques en Afrique capables de résister face aux velléités de la démocratie, mais également face aux défis du XXIe siècle. Donc, nous vous invitons à, je vais finir tout à l'heure, à rejoindre l'UPC en nous envoyant seulement un mail à l'UPC Afrique, pour aider votre dossier d'admission par là, devenir des citoyens actifs. Nous devrions tous être des citoyens actifs à ce défaut. Moi je le suis. Et je suis aussi que vous voulez être. Alors, rejoignez-nous très vite à l'UPC pour être citoyen actif. Envoyez tout juste un mail à l'UPC Afrique, gmail.com. Je vous remercie de votre très très énorme attention et applicable à mon confiance. Alors, j'espère que vous m'entendez déjà. C'est pas bon celui-là. Celui-là ne marche pas. Voilà. Il marche, il a pris dans le foot. Voilà. Alors, on remercie. Voilà. On remercie Bilal d'avoir présenté l'UPC. Sans plus tarder, on va passer aux questions, au point champion pour un. Génie Alain, en fait, c'est un jeu donc, que M. Omar va présenter. Voilà, donc vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Comme Carré commence maintenant, nous avons 4 équipes, chacune composée de 2 personnes. La première équipe va affronter la troisième, le deuxième contre le quatrième. Maintenant, je vais appeler la première équipe. Elle est composée de Dia Ismaël et Tawé Kone.
la première équipe. La deuxième, c'est Fodé Diallo. Et Soumou. Donc, voici le principe. Les deux équipes vont s'affronter et l'équipe gagnante va aller en finale. Après, les deux équipes vont venir après. Ils vont rejoindre après les finalistes. On commence directement avec les questions. Monsieur et madame, vous êtes prêts? D'accord. Vous avez, chaque question c'est 10 points. La première équipe va avoir les 30 points en premier, va se qualifier en finale. Est-ce que c'est clair? Donc, vous devez être très rapide. C'est compris? Ok, voici l'interrupteur. S'il cycle là-bas, voilà. Donc, la rapidité. Ça fait un peu mieux. La première question. En quelle date Dominique Traoré est investi président par un pays? Non. Non. Deuxième chance. Je vous donne des indices. Est-ce le 12 avril 2012? Est-ce le 21 avril ou le 28? Le 12 avril. Bonne réponse. Deuxième question. Chef du gouvernement italien à 2 reprises, de 1996 à... Bonne réponse. Il ne reste que 10 points pour se qualifier en finale. C'est-à-dire une seule question, une bonne réponse et ils sont en finale. Donc, concentrez-vous un peu. La troisième question. Quel est ce pays engagé auprès des armées françaises de Malienne? Félicitations Ismaïlia et Sawekouni. J'appelle la deuxième équipe, Madou Keita. Il est là. Mohamed Aboubakar. Ok. Daouda Kone. Arsigue. Donc, c'est les mêmes principes encore. Chaque question 10 points, 30 points, vous allez rejoindre M. Ismaël Ndiaye et savez qu'on est en finale. C'est clair? Ok. Quel photographe malien, surnommé le de Bamako, a reçu 1 million d'or? Non. Pour l'ensemble de sa carrière lors de la 52e Biennale d'art contemporain de Venise. Je vous donne les indices. Est-ce Malik Keita? Est-ce Malik Sidibé ou Omar Diarra? Non. Bonne réponse. C'est Malik Sidibé. Ok. Ça marche très bien. On continue. S'il vous plaît. Quel peuple au Mali célèbre la cérémonie du Sidi qui se tient tous les 60 ans? Non. Qui se tient tous les 60 ans et qui donne lieu à la sculpture des masques parmi les prisons. Donc, il reste une seule question à répondre et ils sont en finale. On continue. Sur les 333 saints monsieur à Tombouctou, combien sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO?
Oui, Madou. Non. Je répète la question. Sur les 333 mausolées de saints à Tombouctou, combien sont classés? Non. Je vous donne des indices. Est-ce 26? Est-ce la totalité ou bien 16? La totalité. Non, désolé. Bonne réponse encore. Merci beaucoup. D'accord, monsieur Ndiaye Sawekone, je vous invite. Sawekone, Arsiekone. Donc, toujours le même principe. 30 points et vous êtes le champion pour ce soir. Quel est le titre de l'hymne national du Mali? Non. Ok, voilà. D'accord, toi maintenant. Ok, je vous donne des indices. Est-ce le Mali? Est-ce non. Est-ce pour l'Afrique? Attends, je crois On annule la question. Écoutez, là on passe à une question. Si. Oh, attends, la troisième, le troisième indice, c'est la réponse. Parce que voilà, tu donnes la réponse. C'est pour l'Afrique et pour toi, Mali. C'est le titre de notre hymne national. Ok, c'est pas qu'on appelle Mali. Ok, la question suivante. Nommé en décembre dernier par le comité des chefs d'État-major de la CEDEAO, je répète encore, nommé en décembre dernier par le chef d'État-major de la CEDEAO, le commandant en chef des forces de la MISMA. Oui. Désolé. Le commandant adjoint des forces de la MISMA succomba le samedi 11 mai par suite d'une maladie. Qui est-il? Est-ce Joseph Martin? Est-ce Yaya Seni Garba? Ou bien Pierre? Non. C'est à eux d'abord. Est-ce ou bien Pierre Bioya? Je répète les noms. Est-ce Joseph Martin? Est-ce Joseph Martin? Yaya Seni Garba? Ou Pierre Bioya? Yaya Seni Garba. Oui. Si on tente une fois, on donne la chance à l'autre. La question suivante. En quelle date l'opération française, baptisée le 11 janvier 2013? Ok, la question suivante. Dressé au sommet à une altitude de 400 mètres, dressé au sommet à une altitude de 400 mètres, plus qu'un édifice, il incarne la force de l'État malien et constitue un témoin privilégié de l'histoire du Mali depuis plus d'un siècle. Oui, exactement. Il reste une seule question à répondre pour être champion. Allez, bien. Quelle équipe de football est la première formation du Mali qui a inscrit son nom au palmarès? Oui, oh, merci beaucoup, Mendia et ça va être bien. Ok, je vous remercie beaucoup.
cette fois, Pierre est fini. On passe maintenant avec M. Bilal Diko. Il va faire sa présentation tout de suite. Je vous laisse. Après la conférence, il y aura la liste des prix. Merci beaucoup. Alors, on remercie M. Ba pour la présentation Jérusalem. Alors, j'aimerais vous dire qu'on a la présence aujourd'hui de son Excellence, M. le consul de Marrakech, M. Brahim, révélé parmi nous. Alors, nous allons passer la parole pour qu'il nous fasse un petit discours rapidement. Donc, M. nous avons la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes vifs remerciements ainsi que ma profonde gratitude à l'Association des étudiants maliens. Fidèle à sa tradition, cette communauté qui s'est toujours investie quant à la conservation des acquis et au raffermissement des liens d'amitié et de fraternité déjà séculaires entre nos deux pays, le Maroc et le Mali. Les relations entre le Maroc et le Mali, ce ne sont pas des relations qui datent d'aujourd'hui ou d'hier. Ce sont des relations qui sont tissées par des centaines d'années. Il va donc sans dire que l'organisation de cette troisième édition du Forum de l'étudiant malien sous le thème Tombouctou, comment sauver un patrimoine mondial en péril, s'inscrit dans le droit fil de cette optique. Il est vrai que les événements qui secouent actuellement le Mali nous interpellent tous quant à la sauvegarde de l'immensité, de la richesse inépuisable du patrimoine culturel de ce pays, frère, à plus forte raison, Tombouctou, ville de 333 ans, symbole d'une culture millénaire. L'association des stagiaires et des étudiants maliens nous invite sur un air festif et foncièrement convivial à la découverte d'un pan des 1001 facettes du patrimoine culturel et civilisationnel du peuple frère malien à travers cette ville. J'espère que d'autres rencontres et débats seront ébauchés à l'avenir. Aujourd'hui, le peuple frère malien a besoin de soutien. Il a besoin aussi d'investissement et de protection. Formulant ensemble le vœu de voir le Mali sortir ces grandes pénibles épreuves, en tout état de cause, le Maroc restera une terre d'accueil et de tolérance pour toutes les nationalités et religions confondues, particulièrement le Mali frère malien, dont nous partageons avec lui 10 siècles d'histoire et de valeurs communes. Je souhaite donc plein succès à cette journée culturelle. Je dirais vive le Maroc et vive le Mali. Alors, on remercie M. Brahim, consul par excellence du Mali à Marrakech. Sans plus tarder, on va passer la parole à M. Bilal Diko qui va nous parler des institutions du Mali. Le thème, c'est comment consolider les institutions démocratiques maliennes. Alors, M. Bilal Diko, vous avez la parole. Merci. Je voudrais encore mes remerciements personnellement pour la communauté malienne de Marrakech, qui ne voulu prendre part à cette conférence. Alors, le thème qui nous lie aujourd'hui est de savoir comment consolider les institutions démocratiques est certainement l'objet des défis
majeur qui sévit non seulement au Mali, mais également dans toute l'Afrique. C'est pourquoi il serait logiciel de s'arrêter, de s'y arrêter un instant, pour savoir quels pourraient être les moyens pour nous, que chercheurs, pour remettre en scène les institutions politiques africaines et maliennes en particulier. Donc, si vous attendez de cette conférence des critiques sur les institutions politiques, vous serez certainement déçus. Parce que je vais faire une étude plutôt prospective. Elle veut dire en fait que nous avons dépassé l'étape des critiques. Nous allons aujourd'hui proposer des prises de solutions, des solutions qui pourraient remettre en scène, qui pourraient être la cheville ouvrière du développement du Mali sur le plan institutionnel et politique. Donc ce serait beaucoup plus une étude prospective en fait, visée sur l'avenir. D'abord, je me présente, je suis Bilal Vico, comme vous pouvez le voir. Je suis étudiant en master politique publique à STAT. Je suis également le président de l'Union pour la prise de conscience, comme je viens de présenter tout à l'heure. Mais également, je suis journaliste politique à Bamana Point et l'Ouest Point. Donc, voici en quelque sorte la façon pour présenter cette brève présentation tout à l'heure en vous rentrant en compte. Alors, pour cerner notre présent sujet, à savoir comment consolider les institutions démocratiques maliennes, je crois qu'il serait d'abord important de s'arrêter un instant sur la définition des mots. Alors, en fait, c'est quoi l'institution, c'est quoi la démocratie et c'est quoi la consolidation. D'abord, l'institution, il s'agit de structures administratives, sociales et politiques mises en place par les pouvoirs publics afin de répondre à des besoins précis. L'objectif des institutions, c'est pour remettre en scène, en quelque sorte, les défis de la société. Donc, il s'agit de structures administratives mises en place par les pouvoirs publics pour répondre à des défis sociaux. Et comme institution, vous avez l'État. L'État d'abord est une institution. Et dans l'État, vous avez le gouvernement, vous avez le Parlement, vous avez le Conseil constitutionnel, la justice. Telles sont entre autres des institutions de la République. Ce sont des institutions politiques. Après cela, vous avez également des institutions sociales. Vous avez les contributions, les corps intermédiaires, notamment les syndicats, les associations, les ONG. Telles sont aussi des institutions sociales. Donc, voici en quelque sorte ce que veut dire l'institution. Donc, vous voyez, à partir de cette définition, qu'au départ, l'institution est venue d'abord pour répondre à des défis sociaux. C'était le point de départ de l'institution. Et après cela, vous avez également le mot démocratie. Vous avez certainement tous une définition du mot démocratie ici. À prime abord, quand on dit démocratie, on pense tout le temps à la définition classique qu'elle doit un peu par le peuple et pour le peuple. Donc la démocratie, de notre point de vue également, c'est le pouvoir mis en place pour répondre à des défis de la société, mais dans lequel pouvoir, vous avez la participation de l'ensemble des citoyens. Cette participation se fait de différentes manières que nous allons voir. Donc ça, c'est la définition de la démocratie. Nous allons le décrypter méticuleusement tout au long de cette présentation. Ce sera très méticuleux. Alors, après cela, vous avez également la consolidation. C'est quoi la consolidation? On se demande bien. Alors, la consolidation, il s'agit de stabiliser les institutions. Le Mali est certainement le parent, plutôt a été victime de cet héritage africain. C'est-à-dire en fait que vous avez des institutions politiques mises en place, mais qui ne durent pas. Les institutions sont mises en place, mais l'homme a pris les dessus sur l'institution. Donc il n'y a pas de stabilité institutionnelle. L'homme est plus fort que l'institution. Je ne vais pas citer les chefs d'État, puisque vous savez déjà qui ont dirigé le Mali avec une même affaire.
Donc, avec cela, les institutions qui ont passé au Mali, ces institutions n'étaient pas solides, n'étaient pas consolidées. C'est pourquoi notre étude aujourd'hui se veut de proposer, de donner des propositions qui pourraient être des sorties de crise à faire. Comment mettre en place des institutions solides qui peuvent être viables à temps et pouvoir répondre aux défis et aux exigences de la société. Nous allons le voir tout à l'heure, puisque à la fin de cet exposé, le travail sera publié et rendu aux autorités maliennes pour servir de référence. Alors, ça c'est la définition des trois mots-clés. Après, vous avez également l'historique. Il faut qu'on fasse un détour historique pour savoir réellement comment étaient les institutions politiques en Mali et comment ces institutions fonctionnaient, leur mode de fonctionnement. Alors, il faut dire que l'avènement de la démocratie a commencé au Mali en 90, juste après la conférence de Naples, où il y avait la fameuse prime pour la démocratie proposée par François Mitterrand à l'époque. Donc, c'est à partir de ce moment qu'il y a eu, pour la première fois, le mot démocratie au Mali, et comme dans tout autre État africain. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à parler de démocratie au Mali. Donc, après ça, il y a eu la mise en place des institutions politiques. Et ces institutions ont un peu duré dans le temps, et le Mali a fait 20 ans d'exercice démocratique, je mets entre guillemets. Ces institutions étaient, il faut dire, quelque peu effectives, on peut le dire. Mais avant la mise en place de ces institutions et l'arrivée de la démocratie au Mali en 90, il y avait d'abord ce qu'on appelait l'application des pouvoirs absolus, l'empereur. On a dit des royaumes en Afrique, des empires qui sévissaient, qui dirigeaient d'une main de fer le pouvoir. On a vu quand ça tout à l'heure avec Mecca et bien d'autres empires qui n'avaient pas pour objectif la réponse aux exigences des citoyens, mais plutôt le fait de combler uniquement les besoins personnels. Donc le défi de l'institution, c'est que avec l'institutionnalisation des pouvoirs publics, on va changer l'objectif du pouvoir. Le pouvoir ne sera plus pour moi, mais plutôt pour le peuple. Et c'est cela d'ailleurs la démocratie. Donc, partant de ces deux points, on peut dire que l'importance de la consolidation de la démocratie est considérable. D'autant qu'il s'agit de remettre en scène les exigences, c'est-à-dire les demandes, les préoccupations des citoyens dans les structures administratives composées à cet effet et qui pourront valablement répondre à nos attentes, à nos besoins. Donc voici en quelque sorte l'importance de ce sujet. Donc, pour pouvoir mieux approcher ce sujet, nous allons nous arrêter un instant sur ce point-ci après. D'abord, dans un premier temps, on va parler de commission de consolidation des institutions démocratiques. Donc, c'est des études prospectives pour le futur. Dans un premier temps, on va parler de l'ouverture du processus de prise de décision démocratique aux administrés et la transparence des décideurs et organes de décision. Dans la section 1. Et après, nous verrons dans la section 2 comment responsabiliser les décideurs politiques et les instances de prise de décision. Nous verrons ça tout à l'heure. Et dans une deuxième partie, nous verrons les moyens de consolidation des institutions démocratiques. Je crois qu'on a tout le temps, enfin, on a tout. Il y a quelques heures, enfin, quelques minutes, on a parlé des moyens. Maintenant, on va essayer de parler un instant dans cette partie des moyens de consolidation des institutions démocratiques. Et nous verrons que ces moyens ne sont pas forcément de l'argent. Nous verrons tout à l'heure, ce n'est pas seulement du financement, il s'agit de moyens humains comme mentionné tout à l'heure la demoiselle, mais également du sens du patriotisme et du service public. Et dans la section 1, nous verrons la redéfinition des fonctions des partis politiques. Comment redéfinir la fonction des partis politiques. Ensuite, dans la dernière partie, nous verrons la remobilisation de la société civile, des corps intermédiaires et de l'établissement de la démocratie locale. Voici en quelque sorte le plan que nous proposons
de décrypter tout au long de cette conférence et qui fera certainement l'objet de propositions de sortie de crise aux autorités maliennes. Alors, la condition de consolidation des institutions démocratiques, ces conditions, il faut les lier. Pour que la démocratie, les institutions politiques soient consolidées, il faut d'abord qu'il y ait une certaine croyance des citoyens dans les institutions politiques. C'est-à-dire en fait que les institutions doivent essayer de partager les valeurs de l'institution, les valeurs démocratiques de l'institution. D'abord pour qu'il y ait la confiance d'abord, qui pourrait permettre aux acteurs politiques de pouvoir guider la volonté populaire. L'objectif de tout cela, c'est de rapprocher en quelque sorte les administrés de l'institution, puisque cela fait considérablement défaut. Et enfin, il faudra responsabiliser. Ce qui est de l'ouverture des processus de décision. D'abord, nous avons remarqué qu'au Mali, le vote est quelque peu boycotté par les citoyens. Le Mali est pratiquement un pays où vous avez les élections, il n'y a pas plus de 30% de participation. C'est criard. Comment est-ce que les citoyens ne peuvent pas participer alors qu'il s'agit de choisir les dirigeants? Pourquoi ne voterons pas? Est-ce que c'est parce qu'on n'a plus confiance aux institutions? Et pourquoi on n'a plus confiance aux institutions? Je crois qu'il faut remettre tout cela en scène avec des propositions. C'est pourquoi, dans un premier temps, pour ouvrir le processus de prise de décision administrée, nous allons d'abord passer par l'instauration du vote à distance. C'est-à-dire en fait que nous qui sommes ici, par exemple, au Maroc, nous devrions pouvoir voter lors des élections, pas seulement présidentielles, mais également les élections parlementaires, communales, municipales. Il faut que ce soit bien structuré pour que les citoyens puissent participer activement au processus de décision, mais également de choix des acteurs politiques. Cela devra être un acquis dans une démocratie qui se veut citoyenne. Parce qu'il a été remarqué que les étrangers ne votent presque pas. Donc, en instaurant ce système notamment de vote par voie électronique, nous considérons que cela pourrait beaucoup aider le Mali à accroître le taux de participation aux élections présidentielles, mais également communales, municipales et législatives. Donc c'est très primordial pour un début. Dès le départ, il faut avoir ça. Et ensuite, il faut instituer l'obligation de vote. Pour pouvoir réclamer des acteurs politiques le droit, il faut d'abord s'acquitter de ces devoirs. L'obligation de voter. Nous devrions obliger cela pour que notre démocratie puisse être effective. Puisqu'il a été remarqué que le taux de participation est fait, c'est dû au fait que les citoyens n'ont plus confiance aux acteurs politiques. Donc, pour refonder cette confiance, il faut que les citoyens soient obligés de voter, comme en Belgique, ça se fait. En Belgique, lorsque vous refusez de voter pour la première fois, vous allez payer une amende de 25 à 30 euros. Pour la deuxième fois, lorsque vous vous abstenez à voter, on va vous enlever beaucoup de droits et de privilèges, notamment vous serez sanctionné à ne plus voter pendant la période de 10 ans. Donc, nous considérons que si on applique cela au Mali, de mettre des barrières, des hauteurs, par exemple, en mettre 30 000 francs CFA pour quelqu'un qui ne vote pas aux élections municipales, et que la deuxième fois qu'il le répète encore, on va le mettre en prison et je crois qu'il va voter lors des prochaines fois. Donc, cela devrait être un acquis. La participation des citoyens à l'élection doit être largement considérée à cet effet. Ensuite, pour qu'il puisse y avoir une ouverture, pour que les citoyens puissent prendre part au développement de la société et à la prise de décision, il faut
qu'il y ait des principes de décision, c'est-à-dire il y a le référendum, il y a la pétition, il y a beaucoup de formes électorales qui permettent aux citoyens de pouvoir se décider la gestion de la société. Donc nous considérons que si on appliquait, que si on demandait à chaque fois l'avis des citoyens à travers les référendums. Le Mali, je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez s'il y a déjà eu un référendum au Mali? Peut-être en 1960, en 50 ans d'indépendance, le peuple n'a jamais été consulté. C'est clair. Comment pourrait-on imaginer cela? C'est pourquoi il y a une réelle crise de confiance des administrés à l'égard de l'administration, puisque les citoyens ne sont pas consultés. Est-ce que les citoyens ne sont pas considérés par les acteurs politiques, alors que c'est nous qui les choisissons? Ils doivent nous consulter à leur prise de décision. Pourquoi ils ne le font pas? Donc nous considérons que pour consolider les institutions politiques, il faut passer par cette étape. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des décisions importantes qui vont être prises, il faut qu'il y ait des référendums, des pétitions populaires, juste pour consulter l'avis des citoyens sur telle ou telle décision qui doit être prise. Cela devra être une déterminante absolue dans la nouvelle démocratie malienne que nous envisageons dans les années à venir. Ensuite, il faudrait que lorsque le Parlement, vous voyez dans l'institution parlementaire, c'est le Parlement qui travaille sur les sujets de société. Dans le Parlement, vous avez la commission de finances, la commission de l'agriculture, de la pêche, la commission de l'économie. Donc il y a beaucoup de commissions. Et ces commissions travaillent sur la conduite de la politique générale de l'État. Donc, mais il a été très souvent remarqué que ces commissions ne travaillent que pour l'idéologie des partis. Nous travaillons dans ce sens de la politique, non pas parce que ça pourrait permettre d'instaurer la croissance économique, non, parce que ça pourrait permettre d'appliquer la politique de notre gouvernement. Donc c'est pourquoi il serait parfois important de s'y arrêter un instant, d'offrir la possibilité aux citoyens de s'intégrer dans les prises de décisions parlementaires au niveau des discussions et débats dans les commissions. Puisque les partis, les acteurs politiques ont plutôt tendance à débattre beaucoup plus et à défendre l'idéologie et les principes du parti que ceux des citoyens. Donc il faut que cela soit revu pour pouvoir consolider les institutions démocratiques. Ensuite, pour ouvrir les processus de prise de décision aux administrés, il faudrait que les jeunes puissent s'activer. Il faut qu'ils deviennent des citoyens actifs, qu'ils s'engagent en politique. Donc, il faut qu'ils fassent de la politique. Pas la politique politicienne, mais la politique là, puisqu'il a été considéré que le vieux loup, je me suis dit, ne servent pas beaucoup plus les citoyens. Donc les jeunes qui ne sont pas encore salis par la politique, l'expérience aura montré que lorsqu'ils s'engagent, ils ont beaucoup plus tendance à servir les citoyens qu'à se servir. Donc c'est pourquoi nous mettons en avant cette idée de pouvoir développer cette capacité aux jeunes de pouvoir s'activer dans la vie politique. Cela devrait être une déterminante dans la nouvelle démocratie malienne que nous souhaiterions construire dans les années à venir. Ensuite, le Mali, loin s'en faut, c'est pas parce que je suis pour le maquisme, en fait, l'homme doit prendre le dessus sur la femme dans la famille. Ça fait peut-être partie de nos valeurs sociétales, mais nous considérons qu'il faudrait qu'il y ait de la parité. Ça veut dire en fait que la femme ne doit pas être considérée uniquement comme un objet de fécondation. Ça ne doit pas être fait. Il faut qu'on arrête avec cela. C'est pourquoi, dans une démocratie naissante, une démocratie qui se veut consolidée, il doit y avoir la parité homme-femme. La femme ne doit pas seulement rester dans la maison juste pour élever les enfants
et les amener à l'école et féconder après. Cela doit s'arrêter dans une bonne démocratie. C'est pourquoi il faudrait que nous revoyions cette politique et que nous accordions beaucoup plus de valeur au rôle de la femme dans le développement de notre Mali. Donc, il faut que cela soit revu. Cela a été appliqué en France, notamment avec la politique de François Hollande, où il y a 17 femmes et 17 hommes dans le gouvernement. Donc, la parité doit être conservée au Mali. Surtout qu'au Mali, les femmes ont beaucoup plus tendance à considérer l'homme comme étant celui qui doit tout faire, en fait. C'est le chef, c'est le leader. Même ici, les femmes ne sont pas nombreuses, puisqu'elles considèrent que le débat il est pour les hommes. Je crois que c'est un sujet qui doit être largement revu. Même là, lorsqu'on donne la parole aux gens, au public, les femmes ne vont pas parler. Tout à l'heure, il n'y a eu qu'une seule femme, je crois, qui a parlé. Donc il faudrait que cela soit revu dans notre nouvelle démocratie. Donc, pour parvenir à ces objectifs, il faudrait mettre à la disposition du public le programme des partis. Au Mali, on a remarqué que les partis politiques attendent 5 mois, 3 mois, 2 mois avant les élections pour créer leur parti. Donc il faudrait que cela soit revu, puisque lorsque vous voyez cela, c'est comme si on va vers le pouvoir, pas pour servir les citoyens, plutôt pour se servir en fait. Donc il faut que cela soit largement revu dans les dispositions réglementaires préétablies par les pouvoirs publics. Donc les acteurs politiques doivent mettre à la disposition des citoyens un décryptage méticuleux de leur programme, afin que les citoyens puissent faire un choix, non seulement un choix pas partisan, mais plutôt un choix objectif. Un choix objectif dans le choix, enfin, la désignation de leurs dirigeants. Donc, au Mali, vous avez remarqué sans doute qu'il n'y a même pas de débat entre les candidats lors des élections. On devient président comme ça. Il n'y a pas de débat. Il n'y a jamais eu de débat à l'élection présidentielle au Mali. C'est criard dans une démocratie. C'est pourquoi l'intellectualisme n'est pas développé au Mali. On a plutôt tendance à fuir le débat. C'est pourquoi nous considérons qu'il faudrait qu'il y ait le développement de cet esprit-là, de cet esprit de débat, d'ouverture et de choix qui pourrait être objectif. Après cela, il faudrait pour que les acteurs politiques puissent faire preuve de clarification et de transparence, il faudrait qu'ils publient leur patrimoine. La corruption. Un ministre aurait été incriminé par le vérificateur général au Mali il y a quelques années pour avoir détourné des millions dans une affaire de thé. Des millions de thé. Donc il faudrait que les affaires politiques, une fois aux affaires, publient leur patrimoine, qu'ils nous montrent qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils n'ont pas, pour qu'on puisse savoir ce qu'ils ont volé et ce qui appartient et ce qui nous appartient à l'État. Donc il faut qu'il y ait cette publication. Et cela a été exigé en France, notamment à travers une réglementation législative il y a environ 2 semaines en France. Tous les ministres devront dorénavant publier leur patrimoine. Donc leur patrimoine est public maintenant. Il faut que cela soit une déterminante absolue au Mali aussi, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'ils gagnent et qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qui leur appartient et qu'est-ce qui leur sert. Et enfin, dans le processus d'ouverture, il faudrait que lorsque les acteurs politiques vont se décider, il faudrait que ces décisions soient des décisions munies plutôt d'objectivité. Il ne faudrait pas que les partis politiques se prévalent non seulement de leurs valeurs,
faudrait que ce soit des valeurs partagées avec les citoyens. Il faudrait que ce soit des valeurs communes pour le service de la société. Il faut qu'il y ait ces valeurs au Mali pour que la démocratie puisse être consolidée. Et leurs décisions devraient être transparentes, dépourvues de corruption ou bien de force pour pouvoir décider en quelque sorte. Lors de l'application du vote du code de la famille au Mali, on a vu que certains députés qui ont témoigné qu'ils ont voté oui au code de la famille parce qu'ils étaient obligés de voter. Comment un député peut être obligé de voter? On se demande bien comment, puisqu'il est libre en principe. C'est criard dans une démocratie de voir un député censé représenter les citoyens, c'est voir obligé de voter. Donc il faudrait qu'il y ait de la transparence dans les choix effectués par les acteurs politiques, pour que la démocratie puisse être consolidée. Ensuite, dans la section 2, après avoir ouvert les processus de décision aux administrés, il faudrait responsabiliser les acteurs politiques. Il faudra qu'ils soient responsables de leurs décisions. Il faudra qu'ils rendent compte au peuple de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils doivent au peuple pour que la démocratie soit consolidée. Et cela passe par d'abord le premier moyen pour responsabiliser les décideurs et acteurs de décision. C'est d'abord de responsabiliser les acteurs parlementaires, les députés. Ceux qui ont fait droit savent sans doute que les députés, pour leur mandat, ne peuvent nullement être incriminés pour des faits. Fut-il des faits incriminés par le pouvoir public. Même si un député, par exemple, Oumar Mari, je ne vais pas citer de nom, même si un député, par exemple, détourne le fonds public de 100 milliards pendant qu'il est député, il ne peut pas être poursuivi. Pourquoi? Parce qu'il est député. Il bénéficie de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Les juristes savent de quoi je parle. Donc il faudrait que cela soit revu. Les acteurs politiques, parlementaires, les députés, il faut qu'ils répondent de leurs actes pendant qu'ils sont députés. Jérôme Cahuzac, il y a environ quelques semaines, a été incriminé dans une affaire de fraude fiscale, avoir un compte non déclaré en Suisse. Par la suite, il a reconnu bien qu'il soit député, il a démissionné. C'est un signe phare que jamais on voit ça au Mali. Il n'y a pas de service citoyen au Mali. Il faut que cela soit revu. Les acteurs politiques, il faut qu'ils aient ces qualités-là de service citoyen. Alors, donc, sur ce point-là, il faudrait que les parlementaires soient responsables de leurs actes. Ce n'est pas parce que je suis député que je dois faire tout ce que je veux. Il faut que je sois responsable de ce que je fais. Il faut que la démocratie soit citoyenne et consolidée. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que l'immunité parlementaire soit levée. Les députés ne devront plus être responsables. Enfin, ne devrions plus être irresponsables. Il faut qu'ils soient responsables de leurs actes au cours de leur mandat. Donc, pour instaurer cet esprit démocratique de responsabilisation, tous les acteurs politiques à cet effet doivent répondre de leurs actes. Il faut qu'ils nous disent ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, et comment ils l'ont fait, qu'est-ce qu'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils ont perdu, et qu'est-ce qui leur appartient, qu'est-ce qui leur appartient au peuple. Il faut que tu sois clair dans la démocratie. Cela manque considérablement au Mali. Il faut que cela soit une déterminante option. On ne doit plus être dans cette martingale, dans ce jeu de hasard. On doit rompre avec cela pour avoir une démocratie exemplaire et consolidée. Moi j'y crois. Le Mali pourra avoir une démocratie consolidée bientôt. Je crois que nous devrions éviter d'être des oiseaux de mauvais augure et voir l'avenir très clair et très optimiste. Moi j'y crois. Je vous invite également à y croire, puisque c'est bien possible.
Pour le deuxième chapitre, le dernier bien sûr, il faudrait dire que la consolidation des institutions démocratiques passe par la mise en place de moyens qui pourraient permettre de rendre durables les institutions. Il faut que les institutions durent dans le temps. Il ne faudrait pas qu'un élu soit destitué seulement à un an de son mandat, 15 ans. L'exemple frappant, c'est très malheureusement celui du Niger, où il y a eu 7 républiques à 50 ans d'indépendance et 9 constitutions. Je crois que c'est une situation que nous devrions largement revoir. C'est très très déplorable de voir ça en Afrique. Et nous devrions revoir les constitutions et voir comment consolider les institutions démocratiques. Il ne faudrait aucunement que les hommes prennent le dessus sur les institutions. Et c'est cela qui est grave. Il faut que ce soit l'institution qui soit plus forte que l'homme. Et c'est cela le cas en Occident, en France, aux États-Unis. Les hommes partent, les institutions restent. Modibo Keïta aura dirigé le Mali en 8 ans. Moussa Traoré l'a fait en 23 ans, je crois, de 68 à 91 d'une main de fer. Il était plus fort que les institutions. Combien d'écoles a-t-il construit en 23 ans? C'est brillant. Pratiquement rien fait pour le Mali. Pas du tout. Donc il faut que cela soit revu à la loupe. Il faudrait que les citoyens soient actifs dans ce domaine. Il faut qu'on revoie ces points-là. Les citoyens doivent prendre part à cette procédure de consolidation. Donc les institutions doivent prendre les dessus sur l'homme. Je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est la recette phare, pour savoir comment perdurer, comment rendre viables les institutions dans le temps. Donc on va les voir tout à l'heure avec d'abord la redéfinition des fonctions des partis politiques. Vous savez sans doute qu'au Mali, nous avons ce défi-là. Nous avons eu ce malheur les parents pauvres de la démocratie. Pourquoi? Il y a plus de 150 formations politiques. Plus de 150 formations politiques au Mali. Et ces partis politiques ont-ils des programmes bien définis? Ont-ils des idéologies bien prédéfinies qui sont mises à la place, mises à la disposition des citoyens? Donc, ces acquis-là, ces effets ne sont pas des acquis au Mali. Il faut que ces effets soient revus. Je rappelais tout à l'heure que c'est pratiquement uniquement au Mali que vous voyez, à quelques semaines des élections présidentielles, un candidat crée son parti politique. On crée le parti, pas pour servir le peuple, mais plutôt pour se servir. La nuance est importante. On ne sert pas le peuple, on se sert. Donc il faut que cela soit revu en fait. Il ne faudrait pas que la politique soit une passion, soit une envie. Il faut que le devoir de se lancer en politique soit plutôt une question d'obligation, une question de devoir citoyen pour essayer de recentrer les exigences, ce que le politique appelle les exigences, c'est-à-dire les préoccupations des citoyens. Il faut que ce soit les préoccupations des citoyens qui soient au centre des décisions, au centre des moyens d'action des acteurs politiques. Donc il faut que cela soit revu. C'est pourquoi nous jugeons nécessaire de redéfinir la fonction des partis politiques. En principe, les partis sont censés de former les citoyens. Le premier but, c'est ça, former les citoyens et répondre aux attentes et les revendications des citoyens. Mais font-ils cela? Je crois que chacun ici connaît la réponse. Et il faudrait que ce soit cela qu'il fasse. Il faut que nous puissions instaurer des institutions démocratiques capables de résister face aux velléités de la démocratie. Donc il faudrait, pour avoir
les partis politiques, puisque les partis politiques, il faut le dire, ce sont eux qui dirigent l'État. On est bien d'accord sur ça. On ne peut pas parler de consolidation de la démocratie sans parler de partis politiques. Pour se prétendre à des élections et diriger l'État, il faut être candidat d'un parti. Donc il faut forcément passer par ce point. C'est un passage obligé en fait. En principe, les partis politiques est censé être la cheville ouvrière, même si nous avons certains acteurs politiques qui ne se mouchent pas du tout. Donc il faut que cela soit largement revu. C'est pourquoi nous jugeons nécessaire de revoir la structure, d'abord la structure sociale, c'est-à-dire comment est-ce que le parti est composé, comment est-ce qu'il est composé socialement d'abord, est-ce que c'est un parti de masse, est-ce que c'est un parti de camp? Les partis de masse sont les partis du bas peuple, le parti de vous et moi. C'est-à-dire en fait que nous militons tout le temps et les partis de masse ont beaucoup de cadres, ont beaucoup d'adhérents en fait. Et les partis de cadre, c'est ceux qui viennent uniquement à 15 mois ou à 3 mois des élections. Ils viennent pour donner de l'argent au peuple pour qu'ils votent pour eux, sans avoir un programme bien cohérent. Donc il faut que cela soit bien revu. Les partis doivent être bien structurés socialement, mais aussi idéologiquement. Il faut que tout cela soit bien revu. Si je vous demande aujourd'hui, quelle est l'idéologie d'un parti politique malien? On ne connaît pratiquement pas l'idéologie, on ne sait pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pour le peuple malien. Il n'y a pas d'idéologie, on vient uniquement faire la politique pour être au pouvoir. Il faut qu'on redéfinisse tout ça en fait. Les partis politiques doivent être obligés de restructurer leur fonction et recentrer les valeurs citoyennes, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la liberté, de l'égalité, du service public, les valeurs du service citoyen. Donc cela soit recentré dans l'action publique, politique. Sans cela, nous frappons les clés sur l'eau.